Comme Marc Lesage vient de le dire, c'est une tradition que nous nous retrouvions ici, sur cette scène des Célestins, pour avoir ce qu'on appelle, encore une fois, une masterclass. Leçon de cinéma, c'est pas mieux. Masterclass, c'est très étonnant. C'est une rencontre, en tout cas, qui permet, avant la remise du prix Lumière ce soir et l'ensemble du séjour du récipiendaire sur Lyon pendant tout le week-end, de faire un peu le point sur sa carrière, de parler. Avec Bertrand Tavernier, l'équipe de l'Institut Lumière, on a décidé de tourner nos regards vers l'Asie. Il y avait une évidence avec le nom de Wong Kar-wai, après avoir remis les prix en Europe, à des Français, à des Américains. Le nom de Wong Kar-wai nous est arrivé parce que c'est un grand inventeur de formes, c'est un grand cinéaste, et parfois il est important de ne pas trop attendre. Il est important de dire, alors qu'il est en pleine activité, qu'il a déjà laissé une trace très importante, une trace de cinéma, et une trace également pour ce pays qu'il incarne, ce double pays, cette grande ville qui est Hong Kong et ce grand pays-continent qu'est la Chine. Lorsqu'on lui a proposé de venir nous rendre visite une deuxième fois, puisqu'il était déjà venu à l'Institut Lumière pour montrer simplement un film, il a accepté spontanément. On a revu tous ces films cet été, et parmi vous, on sait qu'il y en a nombreux sont ceux qui sont allés retourner les voir au cinéma et qui sont revenus très très impressionnés, comme quoi les films, sa vie, c'est comme la musique, c'est comme la littérature, c'est comme la peinture. Les émotions spontanées sont une chose, le jugement que donne le temps en est une autre, et on voit à quel point l'œuvre de Wong Kar-wai est une œuvre absolument immense. C'est pourquoi nous tenions à la voir et lui remettre ce prix Lumière, dont très immodestement on dit c'est le prix Nobel du cinéma, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de cinéma, donc ils ont inventé tout sauf le cinéma, donc il en fallait un, et dans la ville natale c'était important d'avoir quelqu'un comme lui qui vient d'une grande ville et d'un grand pays de cinéma, la Chine et Hong Kong. Merci de l'accueillir, Wong Kar-wai. Lunettes noires, évidemment, très décontracté, veste de survêtement, une doudoune fine, une bouteille d'eau à la main, en jean et basket. Une silhouette très jeune. Une standing ovation, les gens se lèvent. Du coup, il applaudit aussi les gens. Une image un peu surréaliste dans ce théâtre à l'italienne, que de voir ce presque jeune homme en doudoune, avec des lunettes noires au milieu de la scène, en train de remercier un public debout devant lui. Voilà, les impétrants prennent place, Wong Kar-wai au milieu, Thierry Frémaux à sa gauche. Ici à notre droite, Masume Laiji, qui est l'extraordinaire traductrice et qui va officier pendant cette conversation. Il y a pas mal de thèmes lorsqu'on veut commencer à parler avec un cinéaste, mais en l'occurrence avec Wong Kar-wai, il y en a beaucoup. Je les ai listés. Les choses que moi sur quoi j'ai envie de l'interroger, évidemment, le cinéma de Hong Kong, les différentes vagues qu'il y a pu y avoir là-bas, le cinéma de genre, les acteurs, la photo, écrire avec une caméra, écrire sur le plan littéraire, ce goût qu'il a pour les voix off, ses méthodes et ses comportements. Je vais quand même vous dire un truc, c'est que il est assez connu, Wong Kar-wai, pour avoir du mal à lâcher les copies. Il y a une histoire célèbre à Cannes avec la copie de 2046. Vous savez quoi, on va montrer une copie restaurée de In the Mood for Love dimanche après-midi pour la clôture du festival. Elle n'est toujours pas arrivée. Et puis on va évoquer un petit peu le futur, son actualité, parce que ce qu'il y a de très beau de la voir aussi aujourd'hui, c'est que Wong Kar-wai s'est fait assez rare ces dernières années, après, comme je le disais, avoir laissé une trace extrêmement forte dans le cinéma mondial, et du coup c'est bien de la voir de retour. Et quand j'évoquais l'écriture avec la caméra, je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle, mais je ne suis pas sûr, mais sans lequel évidemment on ne pouvait pas
trouver ce yeah, it's for you, yeah. No, you are not in the bar, you're here. C'est le légendaire chef opérateur Christopher Doyle qui est ici. Alors, on va quand même commencer par un petit point. Ah, il en voulait plus, des applaudissements. Il en voulait plus. Again. Est-ce qu'on peut éclairer la salle? Est-ce qu'on peut éclairer la salle? Parce que on n'est pas au théâtre et comme ça, je peux voir les gens. Marc, est-ce qu'on peut éclairer la salle? Alors, non, la première question est un point biographique. Tu es né à Shanghai, en Chine continentale. Est-ce que c'est déjà le bon mot? Et ensuite, tu as grandi à Hong Kong. Quel est ton rapport de jeunesse avec la Chine et avec Shanghai? Well, big questions. So let me say something first. First of all, I'm very honored to be here and in the city where cinema was invented. And also, before I came here, people said the weather is going to be chilly, but now it's extremely hot because it's not because of the weather, it's because of the audience. And I learned something from Leigh Kristami. He said, film is a process, it's an interactive process, and a film completed with the reactions of the audience. So he always applaud when his audience applaud. And so I have to applaud with all of you because you make this experience so wonderful. Thank you very much. And Shall I translate that bit? yes. Nous commençons par de grandes questions, mais avant d'y répondre, je vais commencer par vous remercier. Je suis très heureux et très honoré d'être reçu dans la ville où le cinéma a vu le jour. Et on m'avait prévenu que j'aurais froid à Lyon. Or, je suis submergée par une vague de chaleur qui n'est pas juste due au climat, mais aussi à l'accueil du public et à votre présence. J'aime à penser aux phrases que Kiarostami nous avait dit, que le film est en fait le résultat de plusieurs processus qui se complètent et que c'est finalement avec le regard du spectateur que l'on peut vraiment prendre la mesure du travail accompli. Donc je suis très heureux ici de pouvoir exprimer ma reconnaissance quant au travail que vous accomplissez. So let's go back to the big questions. Can you repeat again, Thierry? Quelle était la grande question déjà? La question, c'est quand on est né et qu'on a passé une partie des premières années en Chine et qu'ensuite, dans ces années-là, dans les années 60, et qu'ensuite on se met à vivre à Hong Kong, quel rapport on a avec le grand pays à côté de la ville de Hong Kong? I came to Hong Kong when I was 5. That was 1962, which is right before the Cultural Revolutions. And so we moved to Hong Kong and without any relatives and any friends here. And so we speak different languages, and because the local, most of them are Cantonese. And I still remember my Dad always said to me, he said, well, we are not going to stay long because if one day China is more like getting better, then we go back. So this is what he said when I was very young. But for the rest of his life, he stayed in Hong Kong, and for me, the next almost 50 years, I stay in Hong Kong. Today, I still go back to Shanghai, and I walk through all these alleys and all the streets that my family lived. And the place where I was born was still there, and recently I just renovated. It feels very strange because to me, always is China, we are Chinese, but at the same time,
I think I know Hong Kong much better than China now. Ce voyage que j'ai fait enfant de Shanghai vers Hong Kong s'est fait en 1962 quand j'avais 5 ans. Je m'y suis rendue alors que nous étions finalement très seuls. Nous n'avions pas d'autres parents à Hong Kong. Nous ne parlions pas la langue puisque la plupart des habitants de Hong Kong parlent cantonais et nous parlions mandarin. Et donc, nous étions là dans cet état d'isolement. Et de fait, mon père disait que nous ne resterions pas, qu'aussitôt que la situation s'améliorait en Chine, nous retournerions en Chine. Or, lui a vécu le reste de ses jours à Hong Kong, et moi, je peux dire que j'y suis encore 50 ans après. Pourtant, le lien avec la Chine a perduré. Je retourne souvent à Shanghai et je vais me promener dans ces avenues, ces allées qui sont pour moi mon berceau, le lieu où ma famille a toujours vécu. Et j'ai la maison dans laquelle je suis née est toujours là aussi et je l'ai rénovée. Donc c'est un lien extrêmement étrange puisque je me considère comme chinois. J'ai toujours dit moi aussi que nous sommes chinois et pourtant je connais Hong Kong bien mieux. Alors comment s'est faite la découverte du cinéma à Hong Kong? Well, it all because of my mother. My mother is a big film buff. She enjoyed like watching movies, and in the fact that we don't have any friends and relatives in this new city, the only thing she would like to do, and she normally do, is to bring me to cinema. And so we spend almost every day watching films. French films, Hollywood films, Italian films, films from Taiwan and local productions. And this is sort of my film school, my education. Je ne dois rester de rencontre qu'à ma mère, puisque justement elle compensait cette absence d'entourage familial ou amical par le cinéma. Elle adorait le cinéma et finalement son plus grand plaisir, sa plus grande activité, c'était d'aller voir des films tous les jours et de m'emmener avec elle. Donc nous voyons des films de Hollywood, des films français, des films italiens, mais aussi des productions locales, des films de Taïwan. Et finalement, ça a été mon éducation, mon apprentissage du cinéma s'est fait à travers ces séances avec elle. Et comment et quand t'étudies la grande affaire de ma vie sera le cinéma et je veux devenir metteur en scène? I think in those days for kids, you don't have much choices. First, it's because you don't have all these computer games. You don't have like other activities. So radio and films are like my basic hobbies. And over the years, when you watch films, days after days, and you always feel like, well, this is a world that I want to be in. And also, at certain point, you will feel, well, I can do something like that. And at certain point, you feel like, well, maybe I can do better. So this is the beginning of like why I'm involved in this business. Je pense que comme tous les enfants de ma génération, en fait, notre perspective n'était pas si large que ça. On n'avait pas les programmes télévisés ou les jeux vidéo qu'ont les enfants aujourd'hui. Donc les fenêtres pour nous qui s'ouvraient sur le monde, c'était la radio et le cinéma. Et donc moi, à force de plonger dans ces films, à force de vivre dans les films, je me disais, mais c'est ça finalement, c'est là-dedans que j'aimerais vivre. Et petit à petit, j'en suis venue à me dire que peut-être que moi aussi, je pourrais faire ça. Et après, je me suis dit peut-être même que je peux faire mieux que ça. Donc voilà le cheminement qui m'a emmené jusque-là. Mais Hong Kong était à ce moment-là une extraordinaire ville de cinéma, et en particulier sur le cinéma de genre. Or, tu as fait des films de genre, mais tu as inventé un cinéma complètement différent du cinéma dans lequel tu as grandi. Yes, I think Hong Kong is the best place to watch movies then, in those days, because we have all kinds of cinemas. I still remember when I'm getting older, my parents, especially my father, one day bring me to a cinema, to watch a movie, but it's an Italian film. And I still remember cinemas is owned by the father
of a very famous producer of Hong Kong today, Bill Kong, and who produced Crouching Tiger and all these great films. And my father has has no knowledge about like who's the filmmakers, but he felt like, wow, this is something could be interesting, and also it seems romantic. And after the film, so my mom just looked at him, and people around him say, well, you shouldn't bring a kids to a film like this. And then I realized the film is made by Fellini. And in those days, they just marketed it as not an art film, but a romantic love story. And to be able to, because in Hong Kong in those days, besides of importing a lot of films, at the same time, Hong Kong has been the center of providing entertainment for all the Chinese overseas. So we make films to export. So there's, for them, I still remember we have like Mandarin films who cater for Mandarin-speaking people, audience, and also local films, which is mainly Cantonese operas. And later on, there's Kung Fu. And so Hong Kong are good at producing genre, and so they have because they need the market. The local market doesn't support the productions. So most of the revenues came from the overseas market. And so that's why to be a filmmakers or young filmmakers, the starting point is always to do a genre film. But that never bothers me because I don't think that's a problem. The genre is basically a means. It is not the end. And it is just like a uniform. It is like limitations. You have to tell the story in a different way, but that doesn't mean this is the only way to tell the story. So, this is our starting point. Je pense qu'à l'époque, Hong Kong était... Bonne chance, Massoumé. À l'époque, Hong Kong était un endroit merveilleux pour découvrir le cinéma, étant donné la variété des films qui nous étaient offerts. Je me souviens encore précisément de la salle dans laquelle m'emmenaient mes parents. Plus précisément, mon père m'a emmené un jour dans une salle qui était tenue par le père d'un grand producteur de films de genre hongkongais. Il m'a emmené voir un film italien. Et puis, donc, on y allait, on a vu le film. Et une fois que le film s'est terminé, parce qu'il a trouvé que c'était intéressant pour moi d'emmener voir une comédie romantique italienne, ma mère l'a regardé en disant « Est-ce que tu es sûr que c'était une bonne idée de traîner notre enfant à ce film-là ?» de même que les gens qui étaient assis autour de lui. Et c'est seulement après coup que j'ai compris que le film que j'avais vu était un film de Fellini. Or, à l'époque, c'était même pas présenté comme un film révolutionnaire ou un film d'auteur, c'était présenté comme une comédie romantique et c'est comme tel que mon père avait choisi de me montrer ce film-là. Donc c'était à ce titre-là, Hong Kong, un endroit merveilleux parce que tous ces films-là étaient importés, mais c'était aussi le lieu où on exportait beaucoup de films. On exportait des films en mandarin pour le marché mandarin, des films en cantonais pour le marché local et par la suite tous les films de Kung Fu, etc. Donc il était très important en fait pour Hong Kong d'avoir ce statut-là de lieu à la fois de production mais aussi de découverte des cinémas du monde. Et donc l'entrée dans le cinéma par le film du genre était une sorte de passage obligé, une sorte de contrainte que je n'avais aucun mal à faire mienne, puisque je ne le voyais que comme un cadre, une contrainte, un uniforme qui, après tout, n'était qu'un moyen. Ce n'est pas parce que le genre vous était dicté que vous n'étiez pas libre de dire ce que vous vouliez dans ce film-là, et donc j'ai accepté moi aussi de passer par ce passage-là. Bravo. Non. Mais je vous avais prévenu. Et est-ce que, par exemple, Bruce Lee, dans les années 70, dans les fins des années 60, qui a été rapidement une grande star internationale, est-ce qu'il était aussi, et peut-être même d'abord, une star à Hong Kong?
Et est-ce qu'il a eu de l'influence? And did he influence the local Et cinema? qui sont ceux qui ont eu de l'influence? And who were the big figures, the influential figures Which are influential figures of what? in cinema at the time? And Bruce Lee, was he a figure or not? Well, basically, Bruce Lee came from a family that has works in Cantonese opera. His father basically was a very famous Cantonese opera comedian star, and so he has all his cameo in early Cantonese films before he left and to study in Seattle. So he was quite known already as a child, as a teenage star. And later on, when he had his break in the United States for the TV show, The Green Hornet, and he came back to Hong Kong, it has an instant impact to the Hong Kong cinema, because this is a brand new idea of a male icon. Because in the stars before him, normally they are very mature, they are good in romantic role, or even though they involve in martial art films, they are always like a teacher. They like to lecture. But what Bruce Lee brings is a new concept. He's young, he is energetic, and he is also very charming. So, and he's fearless. So, and it gives a sense of an international appeal because of his educations in the United States too. So overnight he became the biggest star in Hong Kong and around Asia, and finally in the United States. And this is, I think, no one is bigger than Bruce Lee before. And of course, there's we have Jackie Chan and all these big martial arts superstar after him. But I think Bruce Lee is very unique. He came at the right time and with his right talents. En fait, Bruce Lee venait d'une famille de professionnels de l'opéra cantonais, et donc son père était un chanteur très connu qui jouait dans tous ces films-là, et lui, déjà gamin ou adolescent, figurait dans beaucoup de ces films-là. Donc il était connu en tant que tel. Le membre de cette famille apparaissant dans ces films-là. Et puis il est parti à Seattle pour faire ses études, et c'est à travers la télévision américaine qu'est née sa nouvelle figure, le nouveau personnage qu'il incarnait ou grâce auquel il a percé là-bas avant de revenir à Hong Kong. Et en revenant à Hong Kong, il a en quelque sorte révolutionné la figure du jeune acteur hongkongais, puisque les figures masculines qu'on avait dans ces films-là étaient souvent des figures assez qui avaient un rôle d'aîné, de sage, et qui avaient un rôle assez d'enseignement dans les personnages qu'ils incarnaient, alors que lui, c'était ce jeune homme intrépide, plein d'énergie, qui révolutionnait le genre à travers son interprétation. Et donc, c'est en tant que tel, et puis avec l'attrait de l'étranger, des États-Unis, qu'il est revenu et qu'il a été perçu comme une star, en effet, une star à Hong Kong, mais aussi surtout le marché asiatique. Et même si par la suite Jackie Chan a pu devenir aussi une figure comparable, notamment dans les films d'arts martiaux, je dirais que Bruce Lee avait cette capacité de révolutionner tout à fait le genre, le jeu, parce qu'il est arrivé au bon moment avec le talent qu'il fallait pour se distinguer. Et Hong Kong, c'était, après on va passer au film de Wong Kar-wai, mais c'était la Shaw Brothers, c'était John Woo, c'était Tsui Hark, c'était un certain nombre de cinéastes qui commençaient à avoir du succès à l'international avec leurs films, en tout cas auprès d'abord des spécialistes. Et pourtant, tu vas faire un cinéma complètement différent. How different? En quoi il est différent? Tu vas faire un cinéma qui n'est pas un cinéma de genre, qui est un cinéma d'auteur, qui est un cinéma personnel,
et qui est un cinéma surtout qui va, alors qu'on est dans les années, on est dans les années 80, qui va produire une écriture nouvelle, qui va donner quelque chose de très nouveau dans le monde du cinéma d'auteur, pas seulement dans le cinéma de Hong Kong. Well, I'm not actually when I'm doing it. I'm not aware of it. It's we have to understand, like in the 70s, the Hong Kong cinema went through a big changes. It's almost like you can tell from the return of Bruce Lee's, because used to be Hong Kong films are produced by big studios like Shaw Brothers and other big studios for like certain. They have to produce in a certain range, certain parameters, mostly shot in a studio. And I think around the late 70s, there's students who was film students who study in Europe or in the United States coming back to Hong Kong, and then we have the televisions. So there's a lot of young filmmakers coming back, and they are taking a different approaches. They are shooting just like documentaries. They take the cameras outside of the studio, going to the streets, and to capture something, a totally new aspect of the cities and a new storytelling. And by the 80s, it is like you can see the Shaw Brothers is going away, and then the so-called Hong Kong New Wave, and what we call the independent films. And by the end of the mid 80s, John Woo made the big success with A Better Tomorrow. Déjà dans les années 70, moi-même, je ne suis pas très bien placée pour décrire ce que j'ai fait, mais ce qui est évident, c'est que dans les années 70, il a déjà commencé à y avoir un renouveau du cinéma hongkongais. Effectivement, on était habitué à des films assez formatés qui procédaient selon un cahier des charges très précis, et notamment des grosses productions comme celle des Shaw Brothers étaient toujours tournées en studio et respectaient ces cahiers des charges. Et puis, cette nouvelle génération, donc je parlais de la figure de Bruce Lee, mais ça a aussi été le cas de jeunes hongkongais qui étaient partis étudier à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis, et qui revenaient, ont fait souffler un vent nouveau dans le cinéma hongkongais, puisque eux aussi ont eu envie de sortir des studios et d'inventer un nouveau récit filmique, une redéfinition de la façon dont on faisait des films. Donc c'était prendre les caméras, aller dans la rue, donner à voir de nouveaux paysages urbains, avoir un autre rapport au jeu d'acteurs et s'approcher d'un style beaucoup plus direct et beaucoup plus proche du documentaire. Donc avec ce qu'on a appelé la nouvelle vague du cinéma hongkongais, il y a des nouveaux films qui ont apparu, et c'est dans ce contexte-là qu'un film comme celui de John Woo, A Better Tomorrow, a pu remporter un certain succès. And because of the success of Better Tomorrows, I think many gangster film was made in Hong Kong by then, because the overseas market need more like A Better Tomorrow. So everybody's making gangster film. And as a young filmmaker, first-time filmmakers, of course, I have to do something along the line. So my producer requests me to do a gangster film. So I think, well, why not? I can do it. So I take the shot, and instead of telling the story of two heroes, we are telling the story of two losers who's trying to be a hero. And that film is As Tears Go By. Et donc, le succès de ce film-là a lancé toute une nouvelle veine du cinéma hongkongais qui était des films de gangsters. Donc, tout le monde voulait faire des films de gangsters puisqu'il y avait une demande du marché. Et c'est à ce moment-là que moi, en tant que cinéaste débutant, je me suis vu proposer par le producteur pour qui je travaillais de faire un film de gangsters. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je peux essayer de le faire, mais plutôt que de parler de deux héros, pourquoi ne parlerais-je pas de deux anti-héros, de deux types paumés qui veulent devenir des héros, et c'est comme ça qu'est né As Tears Go By. And I think I've been very happy because I've been very, very lucky because at the time the industry is
is beginning the so-called the golden age of Hong Kong independent filmmakings. And so there's a lot of money around, and there's a lot of opportunities around, and people are like encouraged to do something different, something interesting. And so everybody trying to be next John Woo or trying to create something new. And I think that's like a very interesting moment. Even Chris Doyle came to Hong Kong by then. Et je crois que j'ai eu la... Je crois que j'ai eu la chance de me retrouver à me lancer dans le cinéma à un moment qui a été considéré comme l'âge d'or du renouveau du cinéma hongkongais. Il y avait comme ça un vent de liberté, une envie de faire quelque chose de nouveau, d'être le nouveau John Woo. Et donc, on a eu la possibilité de nous lancer dans des aventures nouvelles. Et c'est aussi cette atmosphère-là qui a attiré quelqu'un comme Christopher Dole, qui est venu et n'est jamais reparti. And I give you pictures of how the business, the film industry was looked like then. At that point, normally people don't like filmmakers, writers, directors. They don't meet in the office. They don't work in the office. They all like have meetings in coffee shop. And in some of the restaurants or coffee shops of many hotels in Hong Kong, it's almost like a studio. You can see from every table there filmmakers talking about their next projects. Et pour vous donner un peu une idée de la façon dont fonctionnait le cinéma et l'industrie du cinéma dans ces années-là à Hong Kong, c'est qu'en fait, tous les gens de cinéma, que ce soit les réalisateurs, les auteurs, les producteurs, ne se sentaient plus obligés de s'enfermer dans des bureaux. Ils étaient suffisamment en vue pour pouvoir envahir tous les cafés, tous les hôtels et tous les restaurants de Hong Kong et de parler de cinéma. Donc Hong Kong était devenu un studio à l'air libre. Alors parlons maintenant de... Peut-être tout à l'heure on vous donnera un peu la parole parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses à dire et sans doute des choses que j'oublierai moi-même. Parlons maintenant de ta façon de travailler et de ce cinéma très particulier. On sait qu'il y a toujours trois phases, les trois phases traditionnelles de l'écriture du scénario, du tournage et du montage. Mais avec le cinéma de Wong Kar-wai, on a le sentiment que chacune de ces étapes est une étape en soi. C'est-à-dire que la question de l'écriture, je parlais tout à l'heure des voix off, de ce goût pour les longues phrases et les récits, avec des bouts de dialogue complètement poétiques, semble être un exercice en soi, presque qu'on pourrait lire. Le tournage, évidemment, on sait que la méticulosité de Wong Kar-wai, qui est quelque chose d'assez connu, fait que les tournages durent quand même très longtemps. Et puis le montage, évidemment, c'est le dernier résultat qu'on a quand on voit un film de Wong Kar-wai, c'est qu'il y a là quelque chose d'une autre écriture. Et je pourrais rajouter la photo, cher Chris, et puis les acteurs. Je suis presque en train de décrire le cinéma, mais il y a quelque chose de très particulier chez Wong Kar-wai. Alors, c'était pas une question, juste là. La question est, quel est le moment favori ou le moment le plus important pour qu'un film soit réussi? Very long questions. To make it short, and first of all, I think still it's the process of filmmaking have three parts: writing, shootings, and editings. But in my case, it doesn't came in that order. It doesn't have to be that order because there's we shoot while we are writing, or we cut and then we start writing. So there's many different scenarios. The reason I want to say is, and I have, because today there's many colleagues which we have been working together, so they totally understand the process. I think after my second film, because the second film is not a very successful financially projects. So we have a very difficult times, and so we start our own productions. That means I'm also a producer, writers, directors, and everything. And
someone like Chris is not only the DP, he's also like our PR and also sometimes my translators and everything. So we're wearing different hats. And the goal is to make a film that we believe, and we want to make the film as good as it could be within the limitations that we have. We don't have a lot of money, we don't have a lot of time, but we just want to make it right. Pour vous la faire brève, je dirais qu'en effet, je n'échappe pas à la trinité obligatoire de l'écriture, du tournage et du montage, sauf que je ne vois pas pourquoi ça serait forcément dans cet ordre-là et pourquoi chacune de ces étapes exclurait les autres. On peut très bien écrire pendant qu'on monte et une fois qu'on a monté et remettre en question l'ordre de ces étapes-là. Je dirais qu'en fait, après le deuxième film que j'ai fait, qui n'a pas été une grande réussite sur le plan commercial, nous avons rencontré vraiment une période assez difficile dans laquelle nous avons un peu remis en question le processus de fabrication. Et quand je dis nous, c'est parce que moi, je suis aussi producteur, je suis l'auteur, je suis le réalisateur et je suis producteur. Et donc, c'est en tant que tel que chacun de nous, mes collaborateurs aussi, ne sont pas que Chris Doyle n'est pas seulement mon chef opérateur, il participe tout autant à la construction du film avec moi, il est mon traducteur parfois. Donc, tous ensemble, il faut qu'on se réunisse et qu'on essaye de faire le film qui pour nous est le plus crédible, le meilleur, dans les contraintes qui sont les nôtres. Nous sommes limités aussi bien en temps qu'en argent, mais il faut que l'on reste fidèle à ce que l'on recherche à l'intérieur de ces contraintes. Mais nous, c'est qui? C'est-à-dire le producteur, c'est toi. Parce qu'il n'y a pas la pression classique d'un producteur comme un studio. J'essaie de savoir pourquoi à chaque fois ça prend tant de temps en fait. Well, you don't have the producer, but you have the distributors and the investor who invest in your pictures. And so you have to deliver by certain times. And so this is, and also we have festival, right? Oui, il n'y a pas la pression des producteurs, mais il y a la pression guère moindre des investisseurs, des distributeurs et puis d'endroits qui attendent nos films qui s'appellent les festivals. Donc il faut quand même qu'on le fasse et qu'on le livre. Mais il y a quand même une certaine tendance à travailler peut-être comme un peintre dans son atelier et à vouloir pousser très très loin le processus de création, qui fait que le moment de terminer est toujours douloureux. Maybe I put it this way. I just learned a few words from Charles de Gaulle. He said, well, history is the encounter of events and will. So I think there's a lot of events during my careers and also in the process of our filmmakings. But there's only one thing that keeps us going is to make sure that we're different, to make sure that we do our best. And today there's many like collaborators sitting downstairs, so they can give you all this like silly situations and terrible situations. Like Nathaniel, I bring him from Paris to Bangkok to do the whole film score for the Grandmaster in 1 week. So I lock him in the room and he has to finish it by the end of this week. Parce que tout le monde est à la même enseigne. And also I have that experience with Chris Doyle when we are shooting in Argentina. We are like at the end of the world and we are running out of our film stocks and we just take the film roll to shoot every shot by freeze frame. So we said, well, we can make it by freeze frame because we are run out of footage. There's a lot of like sometimes the limitations become an inspirations, and it is something that not turning become an excuse for you to be lazy. It has to make you work harder. Je vais peut-être m'en sortir avec une citation du général de Gaulle qui disait que l'histoire est la rencontre entre l'événement et la volonté. Donc
les confrères, consoeurs et collaborateurs sont nombreux ici, donc chacun peut vous faire la liste des événements absurdes et fortuits qui peuvent survenir pendant l'écriture et le tournage et le montage d'un film et faire prendre aux événements un cours différent de celui que vous aviez prévu. Et pourtant, ce qui nous anime, ce qui fait que nous continuons, c'est que nous tenons à la volonté, à la vision qui est la nôtre et le fait de vouloir ne pas baisser les bras et faire quelque chose qui soit différent et quelque chose qui soit bon, qui soit le mieux de ce que nous avons tous à offrir. Donc, je ne sais pas, dans la salle, peut-être Nathanaël peut raconter comment je l'ai fait venir une semaine à Hong Kong pour l'enfermer dans un studio et lui demander de pondre toute la bande originale de Grandmaster. Ou Chris Doyle peut vous raconter comment on s'est retrouvé en Argentine, au bout du monde, et on n'avait plus de pellicule. Donc, on essayait d'inventer une nouvelle écriture filmique, ne travailler que avec des plans fixes pour arriver avec nos bouts de pellicule à nous en sortir et terminer quand même le film. Donc tous ces événements, tous ces caprices de la vie font qu'au lieu d'être paresseux, au lieu de nous endormir sur la volonté qui est la nôtre et le projet qui est le nôtre, on remet à chaque fois tout en question et on essaye de travailler encore plus, de donner encore plus de nous pour arriver au produit final. And also we are very lucky today we have the gentleman, Jill, here. He's the man I know like the most organized man in the world, but he's the one who's responsible to bring the prints of 2046 to Cannes in the last, like 12 hours later than expected. Et puis nous avons des anges gardiens. Aujourd'hui, Gilles est dans la salle. Donc Gilles Simon qui est ici. Qui peut témoigner qu'il y a ces êtres nécessaires qui nous sauvent en faisant livrer coûte que coûte, in extremis, peut-être avec 12 heures de retard, mais tout de même la copie de 2046 à Cannes. Oui, moi je peux le raconter. Je peux. Oui, je peux à mon tour rendre hommage à Gilles, mais aussi à Wong Kar-wai, puisque en effet, c'est pas 12 heures, c'est 24 heures de retard déjà pour commencer, puisqu'on a été obligé de repousser. Et Olivier Assayas, qui sera là tout à l'heure, avait gentiment accepté, et Michel Alberstadt et Laurent Pétain, qui distribuaient Clean, on avait switché les deux films, on avait donc fait passer le film d'Olivier Assayas un jour plus tôt, pour que arrive 2046 un jour plus tard. C'est d'ailleurs, je dis ça aux journalistes qui sont là, puisque c'est des discussions que nous avons, l'une des rares fois où la projection de gala a eu lieu en même temps que la projection de presse. Et les bobines sont arrivées une par une, quasiment à l'aéroport, tu te souviens Gilles, chacune dans un avion privé presque, et on projetait une bobine dans la salle de presse et 15 minutes après la bobine dans la salle de gala, ce qui était quand même une performance qui faisait presque partie. Et évidemment le film à part ça n'était pas terminé, hein, il est sorti, mais ce qui était presque constitutif de l'aventure du film. But you have to forgive us, we came from Asia. We have the time difference, right? C'est le décalage horaire qui justifie tout. Non, on ne t'en a jamais voulu, ni même à Gilles. Gilles Simon m'avait prévenu assez vite, en me disant on prend tous les risques. Je lui ai dit on va prendre tous les risques. Mais le film finalement était là. Et en plus, on a eu la chance de découvrir le film tel qu'il était. On avait le sentiment que c'était encore en pellicule, que la pellicule n'était pas sèche. Et puis après, quand le film est sorti, et c'est un film qui a été vu pendant le festival, avec beaucoup d'avantages, beaucoup de gens qui l'avaient laissé échapper l'ont revu. Bertrand Tavernier me disait tout à l'heure, je vous disais qu'il avait été très impressionné par le film. But I have to thank Cannes. The festival for many reasons. They did great things to my film, but most of all, they become like the time for me to stop shooting my film. And they keep saying that, well, the schedule is up, you have to send your print to Cannes, and this is the only reason that we have to stop at that point, you know?
J'ai de nombreuses raisons d'exprimer ma reconnaissance au Festival de Cannes, qui a beaucoup fait pour moi, mais son mérite le plus important reste d'être devenu le coup près qui m'oblige à finir un jour mes films. Je sais qu'à le jour où Cannes attend, c'est le moment d'envoyer quelque chose. Mais but for the Grandmaster, you went to Berlin. See, I'll come back. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs, puisqu'on parle du Grandmaster, que là aussi, le film, il y aurait une deuxième longue version? Non, je fais mon marché, excusez-moi. Finally, he mentioned the Grandmaster. On y vient enfin. So I wish we have a longer versions. But I think we have done the best we can do with our limited materials. I can keep shooting the film, and that's why I've been thinking, wow, maybe the Grandmaster should be not just a film, but it should be given a bigger canvas. J'espère, oui, j'aurais voulu qu'il y ait une plus grande version de The Grandmaster, une version plus longue, mais en l'occurrence, il faut aussi que je tourne, que je continue de tourner. Donc, je me suis dit que finalement, il serait peut-être bon que The Grandmaster ne se contente pas d'être un film, ce film, et qu'il bénéficie d'un format, d'un support plus large. Alors, on revient à la question quand même. Quel est le moment préféré? Et évidemment, j'imagine qu'il va dire aucun, mais bon. L'écriture, le tournage ou le montage? Le moment où se joue un film et ce qu'il préfère lui. First of all, I hate writings. I hate writing, so that's why I always write in. I don't like to sit down because that's the most lonely moment, right, in the creative process, because you are dealing with a piece of papers and you are all by yourself. But I have to write, so I just make it the last minute. And of course I like editing, but the thing is normally I don't have much time for my post-productions. My post-production is famously short. It's normally people spend. I still remember when I went to Los Angeles, some of my friends, filmmakers, they said, well, we have 6 months of post-production. I said, are you kidding? And we have only 4 weeks. And that's the longest. And what take most of our times are shooting. And for me, it's long, but it's really enjoyable, because this is the time that you can really, because you know that's all you have, and you better to make the best out of it. And every day when you have something in your can, or you get something in your film roll, you have a very good take. You know, wow, this is it served the day, and it's the most enjoyable and satisfying experience. Je dois dire que j'ai horreur de l'écriture. C'est la phase que j'aime le moins, incontestablement, parce que c'est la phase la plus solitaire. Vous êtes assis sur une chaise, votre seul interlocuteur est une feuille blanche, et finalement, vous devez vous débrouiller seul. Donc, comme je n'aime pas du tout cet état, j'ai tendance à le repousser autant que possible. Le montage, j'aime bien ça. Je trouve ça très, très intéressant et très agréable comme phase. Or, tout le monde le sait, mes post-productions sont toujours très brèves. Quand j'étais à Hollywood, j'étais très étonnée d'entendre mes pairs américains dire qu'eux bénéficiaient de 6 mois de post-production, alors que nous, on a au maximum 4 semaines, une fois que le film est tourné, pour le livrer. Et donc finalement, ce qui nous prend le plus de temps, mais ce qui est aussi l'étape essentielle et la plus appréciable pour moi, reste le tournage. C'est effectivement long, mais finalement, c'est là où vous voyez votre film survenir. Vous arrivez chaque jour sur les décors et vous prenez ce qui vous est donné et vous fabriquez, vous voyez le film vivre. Donc c'est ce que j'apprécie le plus, sans doute. Et pourtant,
ce qu'on peut croire être le scénario, l'écriture du scénario propre, des dialogues du cinéma de Wong Kar-wai, vous le savez, est de grande qualité. Donc, en effet, on peut imaginer qu'il souffre de ça, mais je voudrais te redire que même si l'exercice de l'écriture est douloureux à cause de cette solitude, il est très fort. Et il est très fort à l'intérieur, justement, du cinéma chinois, du cinéma de Hong Kong, de l'époque, pour parler des premiers films. It's just a compliment. Chris, don't sleep. No, everybody's saying I shot most of my film without script, but Chris can tell you it's not true. I say, yes, I write and yes, I'm also like a very capable writer, but I just don't like the process. But no writers want to work with me because I keep changing my mind. So it's very hard to find writers for a filmmaker like me, and it is very undeserving to be the writers for myself, you know, because when I work with another writer, he would say, well, I'm busy today, I'm not available today, so I won't be on set. But as also the writer of the film, I have no excuse. So I have to shoot in the daytime or write in the daytime and shoot at the nighttime. So it's 24 hours work and without credit because everybody said you shoot without a script. En effet, Chris peut témoigner qu'on dit que je tourne sans scénario, ce qui est absolument faux. J'écris en permanence tous les matins à 7 heures, témoigne Chris. Le texte arrive, je suis sans arrêt en train d'écrire. Je dois dire que j'ai beaucoup de mal à trouver des auteurs, des scénaristes qui se prêtent au jeu avec moi et qui puissent écrire pour moi, en fait, parce que je change tout le temps d'avis, donc ce n'est pas tout à fait viable de demander à quelqu'un de venir. Ils trouveront toujours des excuses pour ne pas venir tous les jours et mettre à jour et suivre ma pensée. Donc, il faut que je me coltine moi-même ces tâches que je n'aime pas. Mais ce n'est pas pour ça que je ne sais pas écrire. Je sais écrire, mais je ne le fais pas volontiers. Et je dois arriver chaque jour sur le plateau en ayant le travail du jour écrit. Donc, ça devient une sorte de cercle vicieux, de travail 24 heures sur 24 où j'écris et je tourne et j'écris et je tourne. Y a-t-il, j'ai encore des choses évidemment à demander, mais y a-t-il dans la salle, je vois Michel Simon qui est là, il y a des gens qui sont là, des gens dont je ne voudrais pas qu'après ils me disent mais pourquoi tu n'as pas demandé ça y a-t-il des gens qui veulent lever la main éventuellement, puisqu'un micro est là, pour poser une question? Michel, du coup, non? Mais posons une déjà. Et personne de... Alors ici, il y a une question. Bonjour. Est-ce que ça veut dire que les acteurs doivent s'adapter le matin même à vos phosphorations nocturnes ? Et découvrir le fruit de votre travail, puisque vous dites que vous arrivez le matin avec vos textes et votre écriture. Donc est-ce que ça demande quelques heures et est-ce que cette journée est aussi un moment de danger pour tout le monde peut-être? In fact, some of the people sitting down there and we've been working together and they may give you a better answers for this. Let's say, for instance, Chris, can you answer these questions? Je botte en touche. Je donne le micro à Chris Doyle, je prends tous les risques. Parce que... Oh, this is Chris Doyle, who shot most of my film, okay? First of all, do you speak Chinese? I've never heard a more beautiful translation of this bullshit that Wong Kar-wai speaks. You actually made it believable. Merci. Thank you. Secondly, I learned Chinese. This fucker
has given me one question in my life, and I live by it every single day. And he says, can I say it in Chinese? Okay. No, I'll say it in English. Say it in Chinese. He says, this fucker says to me, every day, he says to me, is that all you can do, Chris? And he's right. Because after 36 hours with only 3 beers, maybe that's all I can do. Sometimes that's all you can do. And you accept that. Tu veux traduire? Oui. Chris, can you answer that question? I don't give a fuck about it. I want to say how much I love you, okay? Fucker. Alors, Masumé. Don't fuck with artists, okay? La question que cet homme délicieux me pose tous les jours et qui est invariablement... I haven't finished. But she hasn't That's finished. all you can do, Chris. Sometimes it's all you can do. But then you say, fuck you. Maybe that's not all I can do. I can do better. Thank you fucking very much. Because sometimes I can do better. Because of you, you fucker. It's all your fault that I'm here today. And I'm standing here and enjoying the... Hello, I would like to sing a song. No. So obviously, Chris didn't answer your questions, right? Oui, il y a toujours une question sans réponse. Masumé, non, tout Masumé. Alors, you speak Chinese a little bit. Yeah, but Wong Kar-wai would like you to answer to the question about... No, so... Oh, the actors. Oh, I love them. They're so close to me all the time. C'est quoi comme question? The question is, do actors have to adjust to your nightly writing and the changes? And is it a danger for everyone on set to have to adjust to your infinite rewriting? People have worked with Leslie and Maggie and Tony here. I've worked with fucking Ray Fiennes and you know, all the other, you know. Sorry. Our Maggies and our Tonys and our Leslies, they don't give a shit. They are there for us. It's the most astonishing, beautiful thing, the difference between Asian actors and most of the shit that we... about the wonderful people we work with in Hollywood. What did I say? Shit. Okay. I think we're there together. It's a different attitude. It's changing in China, by the way. It's changing very much. But in our films, with the people we work with, they're not actors. They're participants. They're people who dare to go into this space. And the space is what Wong Kar-wai creates. The space is my job to light. The space is the feng shui. Our films are feng shui, which means, you know, the give and take between a space and a person. I think it's a dance between people and space. The words are just, you know, they're the notes. They're the bass, they're the riff. And then the great pleasure of all the films we've made together is the actors are there for us, not for themselves. Thank you, Chris. So obviously, Chris didn't answer your questions. But can I keep the microphone for another hour, please? No, Michel Simon has something to say too, but... No, behind you, yeah. no, I have to answer your questions. Michel is going to speak. No, please speak. So in process of making a film, especially when you're writing a script and how to work with the actors, there's two ways. One normally is you have a script, you have an idea, and the actor came in to fit into this role, and they have to do like what according to the script. But in my process, it's more like a custom-made process because you have to understand talents
actors, they have their limitations there, and then they have some of their like angle is better or the way they speak is better. Let's say for Maggie, when we started, I realized like her lines is not that great, but her body movement is great. So I cut all the lines. And I give her the space to build her characters. So this is the process. And I think what enabled me to do this is the trust between me and my collaborator and my cast, because I always tell them, well, especially in those days in Hong Kong, a popular movie star, they make 5 films at the same time. So that means they have to work like, after my shoot, they will do another film at the same time. So they always ask to do something like similar, but I always encourage to do something that's different. I said, don't worry, try. You never know, and I promise you, I will be your safety net. Because if it doesn't work, it won't be in the film. And I always keep my promise. Je vais vous répondre malgré tout. Je pense qu'il y a vraiment 2 façons d'envisager le travail d'un acteur et la façon dont un acteur rentre dans un film. Ou bien vous commencez par écrire, à créer un scénario, à créer des rôles qui finalement sont des moules. Et après, il s'agit pour les acteurs de venir et de remplir ce moule, de s'adapter à ce que vous avez préalablement écrit et créé pour lui. Il y a un autre rapport aux acteurs qui est le mien, et c'est mon rapport à tous mes collaborateurs, y compris à la distribution de mon film, qui est de partir d'eux, de les observer, de créer un espace dans lequel eux créent et eux se meuvent. En l'occurrence, pour Maggie Cheung, il est arrivé pour un film que je considère que finalement, ce qu'elle avait à dire, la façon dont elle disait le texte que j'avais écrit, était moins intéressant que ce que son corps me disait, la façon dont son corps remplissait l'espace que j'avais créé. Et donc, j'ai supprimé son texte pour la laisser s'exprimer autrement, par le moyen qui était le sien. Donc, il s'agit de prendre les acteurs avec ce qu'ils sont, avec les spécificités qui sont les leurs, et de les accompagner dans la création de ce film-là. Et ce processus n'est possible que s'il y a une confiance totale entre les acteurs et moi. Et c'est notamment le cas dans le cinéma hongkongais d'aujourd'hui, où les acteurs, quand ça marche bien pour eux, enchaînent les projets et parfois travaillent sur 5 projets à la fois. Et ils sont un jour sur le plateau avec vous, ils seront le lendemain sur un autre, ce qui a tendance à les rendre un peu frileux et à les faire proposer des jeux qui s'adaptent un peu à tous les univers. Et moi, je leur dis toujours de se lâcher, de se laisser aller à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'inattendu, y compris pour eux, et que je serai leur garde-fou, que je leur dirai s'ils vont trop loin ou si ce qu'ils donnent n'est pas dans l'avantage du film. Je donne cette parole-là et je la respecte toujours. Formidable. Michel Simon. 2 masters of new Chinese cinema, Hu Xiaoxian and yourself. En français, comme ça on traduira après. Je peux me traduire moi-même. Comme tu veux. Bien sûr, vous pouvez venir, Michel. You have to do your translation too. Yes. Who renewed the Chinese cinema with your first films, felt the need at a certain point of your career to go back to the classical subject, the epic stories like The Assassin and the Grandmaster. What did you feel about this need? Was it to reconsider that tradition or what? Je disais que 2 grands maîtres du cinéma chinois contemporain, Hu Xiaoxian et lui, qui avaient ouvert la voie vers un cinéma contemporain nouveau, un renouvellement des formes, ont éprouvé la nécessité à un certain stade de leur carrière de revenir à des sujets classiques du cinéma chinois, des histoires épiques, des légendes. Et ces 2 films, The Assassin et The Grandmaster, dans son cas particulier, ça correspondait à quoi, ce souci de traiter un matériau ancien? Thanks, Michel. I don't know about Hu Xiaoxian and when he had the idea to make Assassins. And in fact, the idea of making Grandmaster is basically in 1997, when I was shooting Happy Together in Argentina.
And on that day, we are shooting in the central stations, train stations. When Chris setting up his camera, I walk around because normally I like to go to where they sell magazines or newspapers, and I noticed 2 covers among all those like Hollywood stars, but they are not like today's stars. It's like yesterday, because in Argentina or in South America it's always a bit late. And so I noticed 2 faces among these covers. One is Chairman Mao and one is Bruce Lee. And it's very strange because Bruce Lee passed away like almost 20 years ago. And people still think this is, still remember him, and it's almost like an icon. So I'm curious, like, well, about why Bruce Lee is so successful and why it means so much. And then I have the idea of like, I want to tell who trained Bruce Lee. And I want to tell the story about his teachers. So it takes me a long time. It's almost 10 years to prepare these projects. Because the projects, without the opening of the China market, we won't be able to have the budget to do it. But by the time when we start making this film, it's become possible. So I think it also related to Hou Hsiao-hsien. I think for him to produce a big costume dramas, a historical epic, it is something that he haven't done for a long time. And I think by the time he make that film, it is also like he has the resources to do it. Je ne peux pas répondre pour Hou Hsiao-hsien, mais pour ma part, je crois que le germe de ce projet-là, de Grandmaster, a apparu en fait en 97, très loin, en Argentine, quand nous tournions Happy Together. C'était dans la gare centrale. On s'apprêtait à tourner. Chris regardait où planter sa caméra, et on a vu ce kiosque à journaux. Et parmi toutes les couvertures que je voyais, celle qui s'est distinguée, sachant qu'on était en Argentine et qu'il y a toujours un décalage en Amérique latine avec le reste du monde, la figure qui se démarquait pour moi était celle de Bruce Lee. Et ça m'a beaucoup étonnée. Je me suis demandé pourquoi en 97, 20 ans environ après sa mort, Bruce Lee est encore une figure suffisamment évocatrice pour les Argentins et à travers le monde. Et j'ai pensé, dès cette époque-là, qu'il serait intéressant que pour parler de la figure de Bruce Lee, je parle plutôt de ses maîtres, de ceux qui lui ont transmis son art, qui lui a pu ensuite se développer à travers le monde. Et ce projet-là, je l'ai eu de cette époque-là, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir vraiment le réaliser et en faire le film qu'est devenu The Grandmaster. Il a fallu s'ouvrir aussi au marché chinois pour que ça soit viable financièrement, mais voilà, ça fait partie de ces événements-là. Donc je suppose que pour Hou Hsiao-hsien, c'est du même ordre. Je suppose que lui aussi, pour pouvoir retourner à un genre épique, pour pouvoir vraiment se lancer dans un projet de cette envergure, il a fallu qu'il attende que les ressources nécessaires surviennent. On va être obligé de... On n'est pas obligé, mais enfin, il était prévu qu'on fasse 1h15, 1h20. Mais il y a quand même 2 sujets à aborder, puisqu'on parle de Grandmaster, puisqu'on parle de Happy Together et de Buenos Aires et de l'Argentine. Wong Kar-wai, qui est le cinéaste des bouleversements, du franchissement, du passage, a choisi d'évoquer la rétrocession de Hong Kong à la Chine par l'histoire d'amour de 2 garçons qui vont de l'autre côté du monde, dans le sud du monde quand même, en Argentine. Est-ce que c'était quand même une façon de faire un film sur une nostalgie d'un pays, sur une peur, ou au contraire de faire un film d'amour, ou au contraire de faire un film politique? Happy Together. Et en tout cas, une volonté de parler d'un événement politique important. Yeah, I think, of course, political, like the realities at that point, it's a driving force for that film, because
I still remember, well, after we finished Chungking Express, and it's already 1994, and everybody's talking about the handover. And in every interview that we have, when we promote the films, travel with the films, it's always about, what do you think about 1997s? And so when we, later on, when we start shooting Fallen Angels, it's 1995, and actually there's a lot of press coming to our set and keep asking about this question. So what your next films is about, and is it going to be about 1997s? I said no, because I think I get tired of this, and also I don't think it is a right. The impact of the handover will not be seen at that moment. It will be felt much later. So I decided to make a film. I asked my producer, Jackie, and said, well, give me a map, and where's the furthest point we can reach from Hong Kong? And they said, it's Argentina. So we decided to make a film in Argentina. And we want to make about 2 males, 2 men. And it's a gay subjects. And so and we opened the film with the close-up of a passport. In those days, citizens of Hong Kong are like asking the British government to fulfill their obligations to grant people their passports. But we have only like a half. It's called a BNO. That means you are a British subject, but you don't have the rights to stay in Britain. So I think this is something at that point make a lot of fuss. And so this is the starting point. We want to tell, even though it's so far away from Hong Kong, it's about Hong Kong. Oui, bien sûr qu'il y a sans doute quelque chose de la situation politique qui transpire dans un film, quel qu'il soit, mais en fait l'attente et la pression étaient complètement démesurées. Je me souviens que dès Chungking Express, quand on a terminé le film en 1994, déjà, à chaque fois qu'on allait quelque part pour promouvoir le film, pour le montrer, on nous disait alors qu'est-ce que vous pensez de la rétrocession, et finalement les questions portaient plus sur la situation politique que sur le film lui-même. Un an après, quand on faisait les investigations en 1995, les journalistes venaient sur le plateau et là ils disaient alors votre prochain projet, est-ce que ça va être sur la rétrocession? Ça avait tendance à m'irriter. Je disais que non, je ne ferai pas de film sur le sujet parce que si tant est que je veuille en faire, l'impact de la rétrocession sur Hong Kong et sur la société tarderait à venir et que ce n'est pas dans l'immédiat que moi je pourrais dire quelque chose sur ce changement-là de la société de Hong Kong. Et donc, une fois que ce film-là aussi a été fait, je me suis demandé ce que je pourrais faire. Et c'est avec mon producteur, c'est en fait en ouvrant, en regardant un plan et en mettant le doigt sur l'Argentine qu'on a choisi de faire cette histoire si loin, à Buenos Aires. Ça serait l'histoire de 2 hommes, ça serait l'histoire d'une relation homosexuelle et ça se passerait à Buenos Aires. Donc, c'était apparemment très éloigné de nos préoccupations locales et pourtant à travers le sujet des passeports par exemple, puisque ça faisait partie des paradoxes de la situation que l'on vivait à l'époque où les citoyens de Hong Kong avaient des passeports britanniques et pourtant ils ne pouvaient pas résider en Grande-Bretagne avec ce passeport-là et l'enjeu que ça constituait au moment de la rétrocession, que cette réalité-là aussi a fini par circuler dans le film. Donc, en quelque sorte, on était à la fois très loin et très proche. Also, because we don't know if we didn't know if we'll be able to make gay films after the handover, because we don't know if there will be censorship applied. So we decided to make a gay film before 1997. So this is all the elements that count to how this film became.
peut-être aussi une motivation qui était la nôtre, c'est qu'on ne savait pas ce qu'il allait advenir de nous après la rétrocession, et peut-être que la censure chinoise se serait aussi appliquée à Hong Kong. Donc une histoire homosexuelle, il était possible qu'on ne puisse plus la tourner après la rétrocession. Donc ça fait partie de ces événements, de ces contraintes qui finalement vous dirigent dans un sens ou dans un autre. Alors ça amène à presque la dernière question. La Chine continentale, est à la fois un pays millénaire et très ancien, et en même temps un jeune pays qui s'impose de plus en plus sur le plan mondial, économique et démographique, etc., et qui est en train de devenir un grand pays de cinéma, avec beaucoup de salles, de multiplex qui ouvrent partout, avec un enthousiasme de la part des spectateurs pour le fait d'aller au cinéma, et avec également de nouveaux moyens de production. Comment est-ce que Wong Kar-wai voit cette situation? I would compare the industry in China to the industry in Hong Kong in the 80s. So because there's a lot of opportunities and money's around, and in fact the situations become more obvious is because there are more and more like screens, and the governments and all the distributors, exhibitors, they are bidding. There are increasing number of screens every day. So now China has the largest number of screens in the world. But at the same time, they need products. So that's why there's a lot of opportunities there. I was the head of a jury of a young film festival in China last year, and I must say I was so surprised. I thought young filmmakers today are the most lucky person in the world, because in that film festival is called First Film Festival. It is a festival of first-time filmmakers. And before I walk into the festival, I can see lines up of all the film company. They have all their money in their pocket and then trying to find a new talents. And there's workshops, and there's forums, they have panels everywhere. So as long as you have talents, you have the chance. So, but at the same time, it's because you have to fill in the need. And so there are the young filmmakers today, I feel they are less competitive, because the thing is they are given a lot of resources and the opportunities to make the films that they want, but at the same time there's more coming, so it's going to be very competitive over there. Je crois que la situation aujourd'hui en Chine pour l'industrie cinématographique est assez comparable à ce que je disais des années 80 à Hong Kong, c'est-à-dire qu'il y a un essor formidable, il y a les opportunités qui se multiplient. En effet, ça commence par les salles. Ce sont parce que les exploitants multiplient les salles qu'il y a une sorte d'appel aussi pour la production cinématographique. La Chine est le pays dans le monde aujourd'hui qui compte le plus grand nombre d'écrans à travers le monde, et donc parce qu'il y a ces écrans, il faut aussi essayer d'insuffler d'une énergie nouvelle dans la production. Il se trouve que j'ai été l'année dernière le président du jury d'un nouveau festival en Chine, et en fait c'est un festival de premiers films. Donc j'ai ressenti une certaine envie pour les jeunes cinéastes d'aujourd'hui. Quand je regardais les line-up de toutes les sociétés de production qui étaient là, j'ai vu qu'en fait il y a un déploiement de moyens absolument inimaginable pour des gens de ma génération, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'ateliers, de forums, de tables rondes, de toutes sortes d'initiatives
qui vise à encourager des nouveaux talents à produire des films. C'est intéressant de voir tout l'argent qui est en jeu, tous les producteurs qui attendent qu'un nouveau talent vienne frapper à leur porte. Mais il y a aussi la nécessité. Donc c'est une situation assez paradoxale de voir qu'il y a d'une part tous ces gens qui attendent que des talents arrivent et pourtant il y a une compétition très grande qui peut aussi s'instaurer. Donc ça crée une difficulté en soi pour un jeune talent qui veut arriver sur le marché. La dernière question, non, Antoine? Yeah, because it used to be the filmmakers in China's young filmmakers, China's they came from like film school. They came from cadet. They came from like film background. But today, young filmmakers are from all walks of life, and they are given the chance to make films. So it's exciting, but at the same time, they are less challenged, and at the same time, what we can foresee is because the open of the China market, they are going to compete not among themselves. There will be Hollywood films, and there's Indian films, there's Thai films, there's European films. So they are exposed to like huge competitions. So it's going to be like we have to wait and see. Disons qu'il fut un temps où les premiers films venaient de gens qui étaient des gens qui avaient fait des études de cinéma, qui étaient des amoureux du cinéma. C'est eux qui se lançaient dans l'aventure de la réalisation d'un premier film. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les gens qui font des premiers films, ils viennent d'à peu près n'importe où et leur environnement, comme leur motivation, peuvent être tout autre. Donc ça crée une situation assez inhabituelle. Donc la concurrence est beaucoup plus diversifiée aussi. Et puis il y a aussi la concurrence due à l'ouverture du marché chinois, parce que ce ne sont plus seulement les Chinois qui peuvent bénéficier de ce système, ce sont aussi des jeunes réalisateurs indiens ou thaïlandais ou européens. Donc il y a une espèce de redéfinition du cadre de production qui fait que c'est assez difficile de prévoir de quoi sera fait l'avenir. La dernière question est courte et grande à la fois. Short but big question. Quel est ton propre avenir? What's your own future? It's not that big questions because I basically I must say I've been very lucky. I've been able to do what I want to do and what I believe in, and I believe in the future it is the same path. We just want to give ourselves a challenge to make the films that I want, and I think that will be the best future for me. Thank you very much. Ce n'est finalement pas une si grande question. Je pense que j'ai eu la chance toute ma vie de pouvoir faire les films que je voulais faire. Donc je vois l'avenir sur le même esprit et le même chemin. Je pense que je continuerai de donner le meilleur de moi-même pour faire des films dont j'estime qu'ils valent la peine d'être faits. Je voudrais vous remercier vous tous d'avoir été là pour écouter. Je voudrais vous remercier très fort Wong Kar-wai.